Bonsoir à tous. Oula, je vous ai fait peur. Au nom de l'Université de Fribourg, je suis ravie de vous accueillir pour ce premier café scientifique de notre cycle 21-22. Un café particulier puisque nous avons été invités par Sciencecom à proposer une édition spéciale dans le cadre de la venue de la manifestation à Fribourg. Un café aussi un peu particulier parce qu'on a d'habitude une salle de spectacle avec des petites tables, de quoi boire, etc. Et puis là, le Covid nous oblige à nous rassembler dans une énorme salle, comme une salle de cours. Donc, n'oubliez pas que ce n'est pas un cours, mais bien un café, et que l'esprit de nos cafés, c'est vraiment d'avoir un échange entre des spécialistes d'une question, de certains aspects d'une question qui se rassemblent ici pour discuter avec vous, mais une question dont vous êtes aussi d'une certaine façon des spécialistes parce qu'elle vous touche au quotidien, dans votre métier, dans votre vie, dans votre santé peut-être. Et donc, n'hésitez pas à prendre la parole. Ce café, c'est votre café, au public d'abord. Et donc, la seule règle que nous suivons ici, c'est simplement de me faire signe pour que je vous passe le bâton de parole, le micro, et que vous puissiez poser vos questions quand vous le souhaitez à nos intervenants. C'est un café en double hybride, on va dire ça comme ça, puisque nous avons de l'autre côté Madame Lecky-Hagen qui nous écoute depuis le Valais. Je laisserai Samuel la présenter tout à l'heure. Et puis, ce café est filmé et diffusé en direct sur les réseaux sociaux. Et donc, il est possible que des questions nous arrivent aussi depuis l'extérieur de cette salle. C'est Ibrahim qui est là, qui relayera ces questions. Donc, double public, doubles intervenants. Je crois qu'on a déjà un joli millefeuille. Et maintenant, je vous laisse ajouter la crème du millefeuille, la crème du gâteau, avec le cœur de cette conversation. Je cède la place à Samuel Lagier, qui sera votre présentateur ce soir. Merci Farida et bonsoir. Bonsoir à vous qui êtes dans la salle et bonsoir à vous qui nous suivez en ligne. Donc, bienvenue dans ce café scientifique et bienvenue aussi à nos intervenants. Bienvenue donc à ce café scientifique sur le thème de la littératie des données. Ce café, donc co-organisé par l'Université de Fribourg et la Fondation Sciences et Cité, comme l'a dit Farida. Et aujourd'hui, nous avons aussi le soutien technique du Nouveau Monde qui retransmet l'événement en direct. Donc, 4 intervenants avec des expériences, des expertises variées sur le sujet de ce soir, qui sont là pour répondre à vos questions, réagir à vos commentaires et simplement dialoguer. Donc, ce café est vraiment un moment d'échange, un moment de partage. Pour vous donc, qui êtes en ligne, vous pouvez nous faire parvenir vos questions sur la page Facebook de l'événement ou bien vous pouvez nous envoyer un message au numéro suivant 079 796 22 15 et nous relayerons vos questions. Alors, les avancées technologiques ont augmenté notre capacité à collecter, stocker, analyser des données. Et ces avancées ont marqué la fin de l'ère industrielle et elles ont ouvert l'ère numérique, l'ère de l'information dans laquelle nous nous trouvons depuis la deuxième moitié du XXe siècle. Nous avons aujourd'hui accès à des quantités astronomiques de données, ce qui a donné lieu au terme de big data, et ce qui a donné naissance à des nouvelles disciplines comme le data science, la science des données, la prospection des données aussi, le data mining. Et dans cette quantité de données, il y a du bon et du moins bon. Et les enjeux du big data sont en constante évolution. Mais quelles sont les données de ce big data ? Comment interprète-t-on ces données? Et d'où viennent les informations que l'on reçoit au quotidien? Et comment juger de la qualité de l'océan d'informations auquel on a accès? L'exemple précis de la pandémie actuelle de Covid-19 nous donne à réfléchir sur l'influence de l'information, qu'elle soit bonne ou mauvaise, sur la prise de décision politique ou l'absence de prise de décision politique.
Avant de vous donner la parole dans la salle ou bien en ligne, je vais laisser les intervenants, enfin, je vais les présenter d'abord et puis je vais leur donner un petit temps de parole pour qu'ils introduisent, pour qu'ils présentent leur perspective sur ce sujet. Notre premier intervenant, Philippe Cudray-Moreau, est professeur d'informatique à l'Université de Fribourg, directeur de l'Exascale Infolab, qui s'intéresse aux questions d'infrastructure liées à l'intelligence artificielle. Philippe, première question. Quelle différence donneriez-vous entre les données, leur interprétation et l'information, avec un grand I? Et puis, quels sont les acteurs qui façonnent l'économie de l'information? Ok, bonsoir à tous. Concernant la différence entre les données et l'information, ta première question, un petit feedback. Alors, comme beaucoup de choses en technologie, il n'y a pas de définition scientifique. Tout ceci, ce sont des termes qu'on utilise beaucoup et qui sont sujets à différentes interprétations. Néanmoins, dans ce cas-là, entre données et information, je dirais que c'est relativement clair ce qu'on entend. La donnée, c'est plutôt quelque chose de brut, c'est quelque chose qu'on va mettre en input ou en output d'un système. Je vais utiliser beaucoup de termes anglais, franglais, donc j'espère que vous n'allez pas trop vous... il y a toujours un petit feedback. Si vous parlez plus dans le micro, plus près du micro. Plus dans le micro. Ah voilà, peut-être ce sera moins sujet à feedback. Très bien. Alors je vais faire comme ceci. Donc l'information, la donnée est quelque chose de relativement brut. Donc c'est vraiment typiquement une suite de chiffres. C'est quelque chose qu'on peut avoir dans un tableau Excel, dans une base de données. Alors que généralement l'information, on parle d'information quand on a déjà quelque chose d'un petit peu plus raffiné, quelque chose plus pour des humains. Les données sont typiquement plutôt utilisées dans des systèmes et ensuite, une fois qu'elles sont un petit peu analysées, là, on a de l'information qui donc peut être pertinente pour des humains. Voilà, ça c'est pour répondre à la première question. La deuxième partie de la question, qui sont les acteurs? Alors là, je pourrais parler au niveau international. On les connaît bien, les acteurs de la donnée au niveau international. Il s'agit des GAFAM, mais de plus en plus également des géants chinois qui ont de plus en plus d'importance. On l'a vu récemment avec le cloud de la Confédération, il y a eu un appel d'offres et l'appel d'offres a été gagné non pas par des sociétés suisses ou européennes, mais par plusieurs entreprises américaines et une chinoise. Donc voilà, c'est un petit peu le monde dans lequel on vit. On vit dans un monde au niveau des infrastructures des données et d'ailleurs de l'informatique et de l'intelligence artificielle qui est vraiment sujet à des puissances externes que seront les États-Unis et la Chine. Un petit mot sur la Suisse également. En Suisse, qui est-ce qui vraiment fait bouger les choses au niveau du numérique? Alors de manière surprenante, c'est un nouvel acteur principalement qui s'appelle Digital Switzerland, qui s'appelait auparavant Digital Zurich et qui avait été fondé par Ringier. Donc voilà, c'est quelque chose à savoir également. C'est vrai qu'il y a eu un regroupement de gros acteurs, principalement des grands groupes zurichois de presse, mais également des assurances ou des banques, la Poste, qui se sont positionnés au niveau digital et qui font de plus en plus pression, notamment sur les politiques, pour avancer un agenda. Merci Philippe. Deuxième intervenante, Monique Bercier, ancienne directrice administrative de l'Université de Fribourg et ancienne préposée à la protection des données de l'Université de Fribourg. Alors j'imagine qu'au cours de votre carrière, vous avez dû voir beaucoup de changements liés à l'essor du numérique et du traitement des données à l'échelle de l'université. Alors question peut-être assez vaste. Pour vous, quelle est la place de l'université dans l'ère numérique? Je répondrai bien sûr, il faut parler tout près pour éviter des nuisances sonores. Je parlerai bien sûr ici du côté administratif, bien sûr, d'une université numérique, puisque le côté académique de l'enseignement fait partie des facultés des sciences et des sciences économiques et sociales. D'un point de vue administratif, en effet, vous l'avez relevé, j'ai pas passé un long temps à l'université dans ma fonction et en effet, il y a beaucoup de choses qui ont changé entre
Je ne dirais pas qu'il y avait encore la plume de loi et l'encrier en 1980 ou 1990, mais c'était quand même que du papier. Et par rapport à 2021, où franchement, il n'y a plus que du numérique. À savoir, par exemple, en ce qui concerne la gestion des étudiants ou la gestion du personnel, depuis 2014, nous n'en voyons plus rien. Tout est numérisé à l'université, ce qui signifie quand même un gain de temps pour tout le monde, pour le personnel et pour aussi nos collaborateurs. Quant à savoir justement ce qu'on en fait ici à l'université, avec ma casquette de préposée à la protection des données, il est clair que toutes ces données ne doivent servir que dans le but d'accomplir notre travail. Donc, il n'est pas question pour nous de donner ces données à l'extérieur. Et je me rappelle encore très bien quand des papas ou des mamans téléphonaient en disant « J'ai bien le droit de savoir si ma fille suit les cours ou si elle a réussi son examen, puisque c'est moi qui paye, disent-ils. » Alors on leur dit « Oui, c'est bien, peut-être vous qui payez ces cours, mais votre fille est majeure et donc ces données ne regardent qu'elle et on ne peut pas vous en fournir un quelconque extrait. » Donc pour vous dire qu'en tout cas, du point de l'université, nous tenons beaucoup à la protection des données et donc on ne les communique pas à l'extérieur, on ne peut les utiliser que pour faire notre travail, à savoir, par exemple, engager des gens ou donner des certificats et des diplômes à nos étudiants. Merci Monique. Troisième intervenant, également professeur en informatique, Diego Kuonen, donc professeur en informatique à l'Université de Genève, également fondateur et dirigeant de Statu Consulting, une entreprise de conseil et de formation en statistique et analyse de données. Alors, j'ai évoqué le terme tout à l'heure de littératie des données. Diego, est-ce que vous pourriez nous donner une définition de ce qu'est la littératie des données et pourquoi c'est important? Autre chose que je n'ai pas mentionné, vous êtes co-initiateur du mouvement dataliteracy.ch. Alors, parlez-nous un petit peu aussi de ce mouvement-là et pourquoi vous l'avez lancé. Ok, donc bonjour à tout le monde, bonsoir. Donc j'aimerais juste commencer par ce qu'il vient de dire. Vous venez de consommer des données de lui. Il vous avait dit que je suis professeur en informatique. Donc juste avec ce petit exemple pour vous illustrer, on est tous des consommateurs de données. Donc il faut avoir un regard un petit peu critique par rapport à ce que vous consommez. Un point. Le deuxième, vous êtes en train de produire énormément de données actuellement. Vous êtes filmé en live sur Facebook, vous utilisez des smartphones. Est-ce que vous avez déjà réfléchi une fois, comme producteur de données, qu'est-ce qui se passe avec vos données? Donc vous avez ces deux, ça c'est la réalité, donc c'est indépendant du Covid, il y a cette consommation des données et cette production des données. Et puis ça c'est en relation maintenant avec ces idées, on n'est pas formé à gérer tout ça. On n'a pas appris ça comme petits enfants. Donc c'est là où la littératie des données vient dans la place, parce que la littératie des données, c'est vraiment cette capacité de collecter, donc vraiment faire la réflexion sur la collecte, de gérer, d'évaluer et d'appliquer les données. Et puis maintenant, l'élément clé d'une manière critique, c'est-à-dire poser la question pourquoi? Pourquoi cette application a besoin d'accès à la caméra si je dois juste écrire un SMS? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Donc c'est vraiment ce appel des données critiques. Et puis après, il y a ce Covid qui est venu, et puis avec ma collègue, vous verrez dans une seconde, et les médecins, donc on a vu, il faut qu'on change quelque chose de la manière comment la société est inondée de ces informations, de ces données. Donc on a lancé, en juillet l'année dernière, un appel politique pour une campagne nationale urgente dans littératie des données, avec principalement 3 piliers. Premier pilier, c'est impliquer les médias, parce que les médias sont le pont entre le public et la science. Un deuxième pilier qui est les formations, pour vraiment qui commencent à l'école enfantine, que vraiment nos petits ils apprennent à être plus critiques par rapport à ce qu'ils produisent et puis par rapport à ce qu'ils consomment en matière de données. Et puis le troisième, de créer des centres de compétences pour vieillir un petit peu, qu'il y ait aussi un contrôle de qualité à niveau formation. Avec ce appel, on avait avec le Conseil d'État, Beat Rieder, on est passé jusqu'au Conseil fédéral. Et puis en décembre l'année dernière, le Conseil fédéral sujet, la Suisse, on fait déjà assez, il ne faut rien changer. Et puis pourquoi? Et puis ça c'est un truc fondamental, la compétence, la littératie des données,
ça n'existe pas depuis le numérique. C'était toujours ça existe depuis le premier recensement des Romains. Pourquoi il y a autant de Romains dans l'Empire ou des trucs comme ça? Par contre, on a toujours, à part la statistique, personne n'a vraiment essayé de résoudre ce problème. Et puis maintenant, on a pris ça comme opportunité pour vraiment ce qu'on pense, pour créer une société plus résistante à cette inondation des données et de l'information. Merci Diego. Je me penche pour faire un petit signe à notre 4e intervenante, Monique Lekihagen, que vous pouvez voir sur cet écran. Monique, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin de famille, présidente engagée de la Société médicale du Valais et co-initiante avec Diego du mouvement Data Literacy en Suisse. Alors, c'est vrai que, je veux dire, au-delà du Covid-19, les informations médicales les données médicales sont des données, on va dire, sensibles. Et depuis un certain nombre d'années, on accumule de plus en plus de données médicales sous format informatique. On a des données de génétique. Et puis, un certain nombre de gens commencent à collecter aussi d'eux-mêmes des mesures de soi, comme des moniteurs d'activité, des moniteurs de fréquence cardiaque, de sommeil, etc. Alors, pour vous, et on arrive avec une collection de données qui devient énorme, et au final, ces données médicales, qui est vraiment en mesure de les interpréter? Et comment on peut combiner donc l'expérience médicale, une expérience de terrain comme la vôtre, et puis l'expertise des statisticiens qui sont formés pour gérer des données en quantité. Et puis, dernier aspect, je pense qui vous est cher, c'est quelle est l'influence ou l'absence d'influence de l'information et de la parole des experts dans les décisions politiques. Monique, je vous laisse la parole. Bonjour, merci beaucoup. On m'entend bien? Très bien. Vous m'entendez? Merci. Donc, Diego vous a déjà dit, on s'est mis ensemble, au fait, parce que la problématique de la littératie des données est quelque chose qui, naturellement, aussi en tant que médecin, nous concerne beaucoup, pas seulement à cause des patients que nous traitons qui doivent avoir une littératie très propre pour comprendre et pour être des véritables partenaires dans la prise de décision médicale, mais aussi parce que nous voyons ça comme un engagement sociétal que nous sentons co-responsables en tant que médecins, comme ça a toujours été le cas. Anciennement, les médecins s'étaient beaucoup investis dans l'alphabétisation de la population, et à l'ère digitale, nous partons du principe qu'au fond, une digitalisation sans investissement dans la littératie des données, ça correspond un peu comme si vous appreniez à écrire à la machine sans avoir appris à lire et à écrire. Donc, on devient manipulable, et je pense que c'est quelque chose qui nous concerne tous. Dans la pandémie du Covid, nous avons vu que nous avons été inondés par beaucoup de chiffres. Souvent, les données pertinentes nous manquent pour comprendre ce qui se passe vraiment, et c'est pour ça que nous avons lancé cet appel. Ce que nous nous rendons compte, c'est que malheureusement, alors que nous avons l'ère digitalisée, nous avons accès à énormément d'informations, nous avons un savoir qui devient de plus en plus grand et nous avons l'impression de comprendre de moins en moins. Donc, au fait, cette littératie des données, c'est quelque part aussi comment mettre ensemble d'une façon compréhensible les différentes informations qui nous arrivent, comment les prioriser. Et vous aviez posé la question par rapport au monde politique. Je pense que là aussi, il faut vraiment aller dans un changement de culture fondamentale parce qu'on se rend compte que les différents experts, ils ont une vision souvent très focalisée sur leur domaine de compétences, mais après, pour prendre des décisions politiques, sociétales qui ont un grand impact, comme par exemple le certificat du Covid, je pense qu'on en parlera peut-être plus tard, il faut vraiment réussir à mettre ensemble les différents points de vue d'une façon qui donne sens et qui soit raisonnable. Et naturellement, il y a toute la problématique de la protection des données qui nous est chère. On se rend compte que beaucoup de gens ont perdu l'habitude de comprendre la valeur d'informations sensibles.
on voit circuler sur WhatsApp des choses très, très confidentielles et je pense que c'est absolument indispensable qu'on remette un peu les pendules à l'heure et qu'on se rende compte de vraiment, on est en train de perdre la maîtrise sur les données qui nous sont les plus importantes. Merci, merci Monique. Donc voilà la présentation de nos quatre intervenants. Donc c'est à vous, cher public, de faire votre part. Nous attendons vos questions, vos commentaires, que vous soyez dans la salle ou que vous soyez en ligne. Si vous êtes en ligne, vous pouvez nous faire parvenir vos questions sur la page Facebook de l'événement ou bien vous pouvez envoyer un message au numéro suivant, le 079 796 22 15. Alors, si vous avez des questions, si vous êtes dans la salle, vous pouvez lever la main. Farida se fera un plaisir de venir vous donner un micro. Encore une fois, cette soirée se veut un moment d'échange, un moment de dialogue. Alors, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions, de vos commentaires, de vos doutes, de vos certitudes, de vos convictions sur le sujet. En l'absence de questions de votre part, je vais prendre mon petit papier et puis poser quelques petites questions. Je vais revenir à... On n'a pas trop parlé d'intelligence artificielle. Et il y a une question que je trouve qui est importante à discuter, c'est au final, il y a donc des données, il y en a plein, c'est sûr, et la prise de décision, à partir de ces données, il y a un certain nombre de prises de décision qui se trouvent automatisées. Est-ce que, peut-être, Philippe, est-ce que vous aurez quelque chose à dire sur les enjeux, les problèmes de l'automatisation de la prise de décision à partir de la quantité de données qui est disponible? Oui, volontiers. C'est un sujet extrêmement chaud, en fait. Donc, quand on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est effectivement quelque chose qui très souvent vient des données. Donc, il ne faut pas croire qu'on arrive à l'heure actuelle à imiter un cerveau avec des réseaux de neurones artificiels. On est à des complexités bien moindres au niveau de ce qu'on peut faire au niveau informatique, au niveau vraiment artificiel. Donc, comment est-ce qu'on fait pour créer des intelligences artificielles? En fait, le mot est assez mal choisi, mais ce qui marche très bien pour l'industrie à l'heure actuelle, c'est le grand cheval de bataille justement des GAFAM, c'est de faire des modèles qu'on appelle supervisés ou self-supervised, donc supervisés par eux-mêmes. Et donc, pour entraîner ces modèles, il faut d'énormes quantités de données. C'est une des raisons principales pour lesquelles Google, Amazon, Facebook sont des géants de l'intelligence artificielle aujourd'hui. C'est parce que c'est plus ou moins les seuls qui ont suffisamment de quantité de données pour entraîner ces modèles. Et donc, quelque part, il y a une corrélation assez directe entre avoir à sa disposition d'énormes quantités de données et pouvoir créer ces fameuses intelligences artificielles qui sont efficaces dans des domaines très spécifiques et très verticaux. Donc effectivement, les données, on dit souvent à l'heure actuelle, c'est une mauvaise métaphore, mais elle veut dire ce qu'elle veut dire. Les données, c'est le nouveau pétrole de notre nouvelle ère, comme tu en parlais auparavant, l'ère du numérique. Alors c'est une image qui a ses limites, mais c'est vrai que comme le pétrole alimente bien beaucoup des choses qui sont venues avec l'ère de la technologie du XXe siècle, eh bien, à l'heure actuelle, les données alimentent vraiment ces nouveaux modèles qui viennent avec l'ère numérique. Et donc, si je résume, sans données, c'est très difficile d'avoir de l'intelligence artificielle. Diego, vous vouliez intervenir aussi sur ce sujet-là. C'est aussi peut-être que j'interviens avec deux éléments supplémentaires. Ouais. Donc, le premier, j'aimerais ajouter sans données de qualité. Imaginez, vous allez dans une baignoire, la salle, l'eau n'est pas propre. Est-ce que vous allez sauter dedans pour vous baigner? Je ne pense pas. Donc, ça nécessitait une énorme qualité de données. Ça, c'est le premier point. Puis ça, c'est de nos jours un petit peu oublié.
aussi dans les prises de décision, parce que les technologies, c'est qu'un outil pour faire quelque chose. Pour faire quoi? Pour résoudre un problème. Pour résoudre un problème qu'on n'arrive plus à résoudre soi-même, parce que c'est trop complexe, parce qu'on a trop de données. Donc à la base, l'IA, l'intelligence artificielle, pour moi, c'est un processus de résolution de problèmes dit intelligence. Intelligence, parce que normalement, ça nécessite un humain. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Grosso modo, lire. Regardez sur une image si vous voyez le servant ou pas. Donc je suis sermentois, pub fermé. Ou bien aussi vidéo ou des trucs comme ça. Donc ceci dit, la problématique doit bien être réfléchie avant qu'on applique les technologies. Et puis je pense, dans beaucoup des cas qu'au choix, aussi dans le privé, mais aussi à la Confédération, où je suis à intérim responsable du réseau de compétences IA de la Confédération, que tout le monde veut le faire, mais ils ne savent pas pour quelle fin, dans quel but. C'est quoi le client? Et puis là, on a la même discussion qu'avant avec les données. Vous avez des producteurs et puis vous avez des consommateurs. Et puis c'est exactement la même chose. Est-ce que le consommateur d'un système IA qui est un politicien, il est prêt à utiliser ça pour baser ses discussions dessus? Peut-être oui, s'il fait confiance au producteur. Donc tout vient à cette question de confiance, de nouveau, je pense, qui est fondamentale et puis qui rejoint ce que Philippe avait dit. Oui. Et Monique, je crois que vous vouliez intervenir aussi sur cette question-là de la prise de décision et de l'automatisation de la prise de décision. Oui, et aussi justement sur cette collecte de données sans savoir qu'est-ce qu'on collecte vraiment. C'est par exemple aussi ce qu'on voit beaucoup sur ces devices. Vous avez certainement beaucoup de connaissances qui ont des smartwatches. Moi, je mets toujours en garde mes patients par rapport à ça. Parce que si vous vous posez la question, comme disait Diego, à quoi ça me sert? Pourquoi je dois donner ces informations? Quand les patients me disent « Ah, ma smartwatch, elle m'a dit que j'ai bien dormi cette nuit. » Moi, je leur dis « Mais t'as pas remarqué toi-même? Ma smartwatch, elle m'a dit « J'ai fait 10 000 pas aujourd'hui. » Je dis « Oui, mais normalement, tu remarques toi-même combien de pas tu fais. » Et la question qu'il faut se poser, que beaucoup de personnes ne se posent pas, c'est que deviennent toutes ces données? Et on avait fait une conférence ensemble avec Diego et puis Marco D'Angelo, qui est le vice-directeur de l'Office fédéral des statistiques. Et j'étais à la recherche de cette réponse à cette question, qu'est-ce qu'on fait avec ces données des smartwatches? Et il m'avait dit qu'au fond, ces données étaient collectées et puis mises ensemble et analysées de façon statistique et que ça permettait de voir un certain comportement, comment les gens marchaient et c'était mis en corrélation avec certaines maladies, un risque cardiovasculaire, etc. Mais au fond, d'une façon complètement non validée du point de vue médical. Le problème qui se pose, c'est que toutes ces données et ces interprétations pseudo-statistiques qui n'ont pas de validation médicale derrière sont vendues à des assurances, par exemple pour des assurances vie, etc. Et vous, comme fournisseur de données, vous n'êtes même pas conscient que ces informations dans votre dos apparaissent quand vous faites, par exemple, une demande pour une assurance. Vous n'avez premièrement aucune chance de vous défendre parce que vous ne savez même pas qu'est-ce qui est sorti sur vous. Et je pense que ça, c'est vraiment une grande problématique que nous avons avec cette utilisation généralisée de données sans but précis qui a été communiqué correctement à celui qui fournit les données quand il achète une smartwatch, par exemple. Et puis après, de se dire quelle est la validité de ces analyses purement statistiques qui ne sont pas du tout corrélées avec une réalité individuelle du terrain. Et dans les concepts de data literacy qu'on essaye d'amener un peu aux gens quand on fait des workshops avec Diego, c'est aussi de dire, au fond, les données, elles ne nous disent pas si c'est vrai ou faux. Ça dépend toujours du contexte. Alors maintenant, si vous vous imaginez, vous collectez un monstre nombre de données, vous les sortez complètement de leur contexte. Et donc le risque de faire dire quelque chose de faux à ces données, il est énorme. Et donc moi, je pense qu'il faut absolument qu'on se batte. Je pense que c'est important d'utiliser des données aussi, des grands nombres de données. Mais il faut vraiment le faire de façon concertée, de façon interprofessionnelle, de façon validée scientifiquement et que ce soit aussi éthiquement correct. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires dans la salle? Oui. Pour les gens qui sont effectivement, qui nous suivent en ligne,
sera plus facile. Merci. Je reviens un petit peu, vous avez dit que c'était important de se poser la question où vont nos données, qu'est-ce qu'on en fait, pourquoi on va fournir ces données. Mais une fois qu'on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Est-ce qu'on peut, il y a des paramètres qu'on doit connaître, c'est quand même quelque chose, moi je suis comme tout un chacun qui n'est pas dans le métier, je suis un peu perdu, je me dis, faudrait que je protège mes données, il ne faudrait pas qu'elles partent partout, mais on n'a pas du tout de formation ou d'information sur comment faire pour éviter qu'on en fasse n'importe quoi. Alors, est-ce qu'il y a une solution? Alors, Diego et Monique. J'ose dire, tout le monde va dire son petit mot. Monique, je me permets de rebondir là-dessus. Je pense que justement, c'est une des raisons pourquoi nous avons lancé cet appel pour plus de littératie de données. Parce qu'au fond, je pense que c'est pas normal qu'on nous mette en tant que consommateur ou patient à chaque fois dans la position où on vous dit « Ah oui, mais c'est vous qui dites OK » et puis vous libérez l'utilisation de vos données. Mais la problématique est tellement complexe qu'au fond, premièrement, vous avez souvent aucune autre alternative. Donc, c'est soit vous acceptez, soit vous ne pouvez pas utiliser un instrument qui vous intéresse parce que vous n'avez pas d'alternative. Et donc, nous pensons que vraiment là, il y a un travail de fond qui doit être fait au niveau politique. Diego, Monique Bercier. Non, tout à fait aussi, pour répondre à ça. En fait, c'est vous qui nous fournissez les données par rapport à, si je prends l'université, si vous êtes engagé chez nous, étudiant, donc vous nous fournissez les données. Vous avez toujours un droit à obtenir ces données, vous avez toujours un droit à demander une certaine destruction des données. Par contre, nous, en tant que une sorte d'histoire d'université, nous, on va garder certaines données parce qu'on doit, dans 100 ans, dans 200 ans, pouvoir dire que, je ne sais pas, on a eu un conseiller fédéral qui a étudié chez nous, donc des données primaires, on va les garder. Mais des données qui concernent, par exemple, le fait que vous ayez, si vous êtes engagé à l'université, que vous avez eu, je ne sais pas, un accident, puis vous êtes cassé la jambe, eh bien, ces données sont détruites dès que vous quittez l'université parce qu'on n'en a plus besoin pour faire notre travail. Tout ce qui nous importe, c'est uniquement pendant le temps où on doit déclarer l'assurance. Donc, vous avez toujours le droit d'avoir une vue sur l'ensemble des données qui vous concernent et vous avez toujours le droit de demander à une destruction des données, si elles étaient négatives pour vous. Diego, et puis après, Philippe. Oui, j'aimerais juste reprendre le point de Monique. En effet, c'était la raison pourquoi on a lancé ce appel. Pour nous, c'est trop tard, il faut être honnête. Il faut préparer la future génération. Et puis pour moi, ce truc au cœur, ça doit passer jusqu'à l'école enfantine, que ces gens qui sont à l'école enfantine, qui sont confrontés quotidiennement au smartphone, qui produisent quotidiennement des données, deviennent de nouveau un aspect critique, qu'ils n'acceptent pas tout, parce que c'est quelque chose. Si un enfant grandit, il dit « Pourquoi papa, je ne peux pas faire ça ?» Mais pourquoi? Et puis avec l'âge, ils oublient de poser ces questions critiques. Et puis je pense que c'est pour ça, c'était un des trucs qui, à Monique et moi, tient au cœur qu'on a lancé ce appel au niveau politique, parce qu'il n'y a pas de telle formation actuellement. Et puis Philippe. Oui, merci pour la question. Je trouve que c'est vraiment une question centrale. Et pour moi, ça a trait à la transparence de ce que font finalement les géants ou autres, mais prenons les géants de l'Internet avec nos données. Et je pense que c'est très difficile d'avoir un dialogue à ce niveau-là tant qu'on n'a pas de transparence. À l'heure actuelle, on a très peu de transparence. On sait un petit peu ce qu'ils font, les géants. Moi, je parle avec eux souvent, donc j'ai un peu plus d'informations. Mais on sait également qu'avec les scandales à répétition qu'il y a eu, qu'ils ne nous disent jamais l'entièreté. Et bon, c'est des grandes entreprises, donc c'est peut-être difficile pour eux, je ne sais pas, de se coordonner, mais le fait est qu'on nous ment de manière répétée sur ce qu'on collecte et ce qu'on fait de ces données. Donc à mon avis, ça c'est vraiment un point sur lequel il faut revenir. Et encore une information, c'est que la loi européenne, cette fameuse nouvelle loi des données européenne, le GDPR, le RGPD en français, eh bien, tend à donner des protections et des assurances quant aux utilisations des données. Malheureusement, elle est très difficile à mettre en œuvre et malgré que Google ou Microsoft soient sujets à cette loi, eh bien pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. Oui. Oui, merci. Alors, j'ai une question, mais je ne sais pas si j'ai bien compris tout. Mais voilà ma question. Alors, ça que me préoccupe, c'est vous avez
il existe ce paradoxe. Alors, on donne volontairement les datas à WhatsApp, etc., mais on a un mistrust pour COVID App et tout ça. Et moi, j'ai la question, alors, vous travaillez beaucoup dans le domaine du comprendre, savoir, technologie, alors pour que les gens comprennent mieux. Mais est-ce que vous avez aussi l'aspect de la confiance ou un peu orientation parce que les gens savent mieux qui c'est qui utilise les données ou qui veut des données? Alors, c'est ma question. Diego, ouais. Je commence par le mot-clé, c'est confiance. Et puis confiance, ça ne se paye pas. Ça, confiance, avec l'année, il faut se faire respecter. Et puis, je te dis ici ouvertement, je n'ai encore jamais utilisé ma vie WhatsApp. Je n'ai plus de compte Facebook, rien du tout, parce que je n'ai plus confiance dans ces institutions. Pourquoi, en faisant un truc, ils doivent me filmer pour regarder si je rigole ou des trucs comme ça? Moi, je ne vois pas pourquoi. Donc, la confiance, c'est quelque chose de subjectif. Ça dépend du contexte. Donc, si vous avez un drôle de sentiment, vous n'avez plus confiance en une institution, vous avez deux possibilités. Vous trouvez une autre, il y a des alternatives, ou bien vous restez avec celui-là, mais vous allez toujours avoir un drôle de sentiment. Puis je pense que c'est partout comme ça, puis ça c'est en relation avec la confiance dans les données en général. C'est pour ça, ici en Suisse, on a un office de la statistique qui existe depuis 160 ans, c'est une institution de confiance. Ils ne vont pas publier juste parce qu'ils veulent publier, puis ça rejoint le point que Philippe a dit, transparence. Transparence, le moment où les données sont produites jusqu'au moment où les données viennent aux citoyens. Transparence veut aussi dire que ça reste objectif, mais au moins ça peut être utilisé pour faire une prise de décision. Et puis pourquoi c'est Facebook, ils ne veulent pas créer une transparence parce qu'on pourrait les copier, et puis ça ne veut pas. Donc ils vont tout éviter pour ne pas être transparent. Donc pour moi, la confiance, c'est un truc, un sentiment personnel. Je crois qu'il y a Madame Lecky-Hagen qui voulait intervenir. Oui, si j'ose. On était très négatif avant quand Diego a dit qu'on était de toute façon trop tard. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de projets importants qui sont en cours où c'est pas encore trop tard. Typiquement, vous voyez, comme je suis dans le domaine médical, vous avez certainement entendu parler du dossier électronique du patient. Et dans ce sujet, nous, comme Société médicale du Valais, nous nous sommes énormément engagés pour demander qu'il y ait une possibilité pour les patients de différencier quel type d'informations ils libèrent pour quel prestataire. Parce qu'à l'heure actuelle, comme c'est construit l'EPD, c'est que vous pouvez soit libérer toute l'information, soit vous la bloquez, soit vous décidez au cas par cas. Mais après, il n'y a aucune structure qui est préparée, qui permette aux patients de libérer automatiquement, si vous voulez donner accès aux données à toutes les personnes qui s'occupent de vous, donc pharmaciens, EMS, médecins, normalement, il faudrait avoir un niveau qui corresponde aux besoins de ces différentes professions. Vous êtes tout à fait d'accord que la soignante en EMS, elle n'aura peut-être pas besoin d'avoir accès au rapport de psychiatrie. Malheureusement, jusqu'à maintenant, ça n'a pas été pensé. Et donc, nous avons fait beaucoup de demandes dans ce sens-là, parce que comment, en tant que patient, si vous vous retrouvez devant votre dossier électronique du patient, quasiment, soit vous faites confiance et vous donnez tout à tout le monde, ce qui, à mon sens, n'est pas dans le but du data literacy tel qu'on aimerait le voir, mais actuellement, vous recevez pas de soutien suffisant pour pouvoir faire ce choix et cette attribution d'informations aux différents prestataires. Donc là, je pense qu'il y a aussi quelque chose que vous, comme patient, via différentes associations, pouvez faire, parce que ce dossier, il est en train d'être construit. Donc je pense que c'est notre obligation en tant que citoyens et professionnels de différents bords, justement de faire entendre qu'on a besoin d'instruments qui soient plus sophistiqués, qui soient mieux adaptés pour permettre justement un partenariat et un choix éclairé du patient.
Merci Monique pour cette intervention. Oui. Autre question dans la salle. Le micro arrive à son destinataire. Oui, bonsoir, merci pour cette discussion. J'ai presque peur de faire un peu le rabat-joie, mais finalement, si on résume bien le monde dans lequel on vit, il est entièrement digitalisé, qu'on le veuille ou non. Alors, qu'on donne volontairement des données parce qu'on a envie d'utiliser telle ou telle application, ça pose effectivement un gros problème, mais même avec les institutions auxquelles on peut faire confiance, et je pense aux bêtes cas de piratage de communes ou de données qui sont stockées dans des instances officielles, à l'État, etc. Même si on remplit des fichiers papier, ces fichiers papier, à un moment donné, vont être informatisés. Alors, finalement, ce combat qu'on veut mener, il est toujours un peu illusoire. Le plus sûr, c'est de revenir au papier, quoi, puis au crayon, et puis encore, parce qu'on pouvait ouvrir les lettres. Donc, je vois plus la finalité de ce débat si on élargit vraiment le focus. Alors c'est vrai que c'est grave, et je retourne en fait le point suivant de la question. C'est vrai que c'est grave que des gens aient accès à des données privées de santé, etc. Mais comment on peut faire pour vraiment se protéger efficacement? Même dans les institutions de confiance que sont les hôpitaux, par exemple, comment assurer que des pirates ne viennent pas quand même mettre leur grain de sel et puis distribuer de manière publique ces données piratées? Alors, est-ce que la protection des données et la sécurisation des données, est-ce que c'est une illusion? Monique Bercier d'abord, ensuite Diego Kionen. J'arrive très bien à comprendre, moi, quand vous dites, bon, maintenant tout est informatisé, mais vous savez, en 1950, quelqu'un aurait pu aller pirater, mais dans le vrai sens du terme, pirater l'hôpital et aller voler vos dossiers manuscrits. Donc, les données numériques et les données papier, pour moi, c'est le même phénomène. On peut aller les prendre et puis les distribuer. Ici, maintenant, c'est plus facile parce qu'il semble que le piratage informatique, on peut le faire tranquillement depuis la maison si on est très doué comme hacker. Mais à nouveau, ici, c'est à vous, en tant qu'individu, premièrement, si vous donnez trop de données dans les réseaux sociaux, c'est vous qui les donnez. On ne vous demande pas de donner toutes ces données dans les réseaux sociaux. Et après, bien sûr, les réseaux sociaux peuvent en faire n'importe quoi, c'est ça le problème. Il faudra avoir de plus grands contrôleurs ou gardes frontières pour éviter tout ça. Mais l'essentiel, c'est toujours vous qui donnez ces données et c'est vous qui avez maîtrise de ce que vous donnez. Donc c'est à vous, en premier lieu, d'après moi, à faire attention. Et puis après, bien sûr, il y a toutes les lois maintenant. On a la loi au niveau de la Confédération, la loi sur la protection des données, la loi, par exemple, chaque canton a une loi propre pour la protection des données. Et donc, si jamais, bien sûr, on vole et on distribue vos données personnelles, vous pouvez toujours porter plainte pour faire appel à quelque chose. En tout cas, nous, à Fribourg, la loi sur la protection des données est vraiment implantée depuis la première loi date de 1997 et nous, on l'a implantée dès le début en 98 en mettant des grandes frontières et des grandes sécurités pour éviter qu'on soit hacké ou qu'on soit piraté. Diego. J'aimerais commencer avec une simple phrase. Il n'y a que deux choses qui sont certaines, mort et impôt. C'est Benjamin Franklin qui avait dit, tous les autres, il y a une certaine incertitude. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? On ne sera jamais toujours protégé. Mais il y a deux stratégies de le faire. C'est comme s'il y a un feu, vous voyez venir le feu, vous mettez de l'eau dessus, le feu il est loin, mais il risque de revenir. Ou bien vous recherchez la réponse à la question pourquoi il y a eu ce feu. Et puis ça, on peut anticiper. Et puis ça, je vois un jour, toutes les technologies sont là, les actions données sont là. Mais j'aimerais que l'être humain, que ce truc vienne de nouveau plus humain, c'est-à-dire réfléchir avant à s'investir dans la technologie, réfléchir avant d'utiliser tel type de données, réfléchir au truc protection des données, sécurité des données, réfléchir s'il y a un problème qui vient, comment le communiquer à ses clients, comment le communiquer au peuple. Et puis pas comme un feu, et puis après il y a un communiqué de presse, et puis c'est fini. Hein. Donc ceci dit, tout est là, on peut faire beaucoup de choses, les technologies sont au point, mais pour moi la question fondamentale c'est
quel but on va utiliser quelque chose, soit donné aux technologies. Donc il faut bien d'abord réfléchir à qui s'adresse ça, qui est le client de ça. Donc vraiment freiner, discuter, parce que c'est du interdisciplinaire, c'est multidisciplinaire, c'est pas que informatique statistique, il faut ça et ça, il faut le terrain, il faut les clients, il faut les citoyens. Et puis malheureusement, ces discussions n'ont pas lieu assez. Et puis après, il y a un problème de confiance, et puis on rejoint la question d'avant. Il y a plus de confiance, et puis après, c'est fini. Hein. Je pense que Mme Lekihagen lève la main. Oui. Oui, je trouve vraiment cette remarque pertinente et je pense que c'est déjà très important de vraiment prendre conscience que cette sécurité absolue n'existe pas. Et donc, il y a des conséquences à en tirer. Ça veut dire que, par exemple, il faut éviter de mettre toutes les informations de façon centralisée dans un lieu. C'est par exemple si on revient sur le dossier électronique du patient, vous savez qu'il a été décidé de stocker ça de façon décentralisée, justement pour permettre d'éviter, s'il y a un hackage, que tout parte en même temps. Après, c'est clair, ça occasionne des frais en plus. Et maintenant, il y a de nouveau des tendances qui veulent repartir sur une version centralisée. D'autre part, dans le domaine médical, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut qu'on adapte notre façon de faire aussi. Donc, en tant que médecin, je peux vous dire, quand vous écrivez des données à la main dans le dossier du patient, vous allez écrire beaucoup plus de choses si vous avez une écriture qui est peu lisible, parce que ça assure une protection des données, même si quelqu'un vole ce document. Quand vous travaillez sur un dossier qui est électronique, vous allez réfléchir à 2 fois. Est-ce que vous mettez tout ce que vous savez sur votre dossier? Donc, vous allez faire un choix qui vise aussi à protéger certaines informations que vous n'allez pas mettre dedans sciemment. Et je pense que ça, c'est aussi une partie de l'éducation qu'on doit avoir, de se dire en sachant que cette sécurité est relative avec toutes les précautions que nous sommes censés prendre et puis qui évoluent de jour en jour et qui sont de plus en plus complexes, il faut aussi se dire qu'il y a peut-être certaines choses qu'on ne doit plus faire comme on le faisait avant pour être plus sûr. Oui, autre question dans la salle. Le micro arrive. Merci. Je reviens encore sur cette question d'éducation avec un petit témoignage. Premier cours d'informatique de ma fille en 9e année scolaire, le prof d'informatique leur dit « Vous écrivez votre mot de passe Outlook dans l'agenda à la dernière page. Comme ça, vous l'avez toujours sous la main. » Donc après, on s'étonne que des communes se fassent pirater les données. Je pense qu'il y a aussi un problème d'utilisation des outils et puis de compétences dans les administrations. Et est-ce qu'il ne faudrait pas confier ce genre de choses à des professionnels il y a des boîtes qui font ça, mais alors ça coûte de l'argent. Mais c'est comme, moi je ne demanderais pas à mon voisin qui est juriste de venir m'opérer si je dois me faire opérer la jambe. Peut-être à ce niveau-là, il y a aussi un problème. Diego et puis Philippe. Philippe d'abord. Allez, Philippe d'abord. Oui, tout à fait. Je pense que c'est un gros problème. On parle de compétences, effectivement, et d'enseignement. C'est quelque chose sur lequel on est revenu très souvent au niveau de l'informatique en Suisse, hein, par exemple avec la Hasler Stiftung. Donc ça fait effectivement quelques années, voire quelques dizaines d'années, qu'on pousse pour avoir de l'informatique à l'école, avec un certain succès. Alors à la Suisse, hein, ça prend des années, mais je crois que maintenant le plan d'informatique est relativement stable au niveau des collèges, hein, des gymnases. Et on aimerait bien sûr, maintenant introduire de l'informatique dans les autres niveaux. Je pense que Diego va en reparler. Mais effectivement, c'est très compliqué parce que ça demande un changement des plans d'études et ça demande également, et là je rejoins ce que vous disiez auparavant, ça demande également de former des enseignants. Et alors qu'il y a beaucoup de travail en informatique, d'une manière générale, on a un cruel manque de spécialistes. Eh bien, c'est pas forcément évident de trouver des gens vraiment motivés, capables, qui
qui acceptent de peut-être avoir un salaire moindre et enseigner l'informatique dans des écoles. Donc c'est un vaste débat, mais j'aimerais revenir sur ce point que, effectivement, ça fait longtemps qu'on essaie de pousser l'enseignement de l'informatique et pas uniquement de la bureautique, mais vraiment de la notion computationnelle à l'école, et qu'on a encore, je pense, un très grand chemin devant nous. Si on compare nos enseignements en Suisse à ce que font certains voisins, ne serait-ce que les Français ou les Anglais, qui ont pas mal d'avance dans ce niveau-là. Oui. Diego. Donc, juste dire, donc, je ne suis pas prof en informatique, je suis prof en statistique, mais je vais juste faire 2 points ici. Un, Philippe l'a clairement dit, il n'existe pas de telle formation pour les gens. Dans le plan d'études 21, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, le truc c'est le numérique, ils reçoivent un tablette et puis ils doivent s'amuser. Il n'y a pas une formation, qu'est-ce qu'il y a sur les tablettes, ils deviennent des producteurs de données, il n'y a rien dedans. J'étais longtemps président de la Société suisse de statistique. On a essayé, quand il y avait la consultation des plans à l'école, d'intervenir, mais on n'avait pas de lobby politique. On n'avait aucune chance. Même si on avait les idées, on n'arrivait pas à faire entrer. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Et puis, ça vient complètement, c'est ça qu'on veut avec ce appel, parce qu'il n'y en a pas, parce que ça touche aussi la littératie des données. Donc, moi, je suis aussi papa de 3 petits-enfants, alors, comme ça n'existe pas, je le fais moi-même. Donc, le plus âgé, il a maintenant 11 ans. Donc, depuis l'âge de 5 ans, 1 heure par semaine, j'ai investi avec lui et puis je lui ai appliqué ça. Et puis, il y avait exactement ce jour où il est revenu le mot de passe. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit après au prof? Oh non, j'ai déjà mis autre chose avec des caractères et des trucs comme ça, comme tu m'as expliqué. Donc, moi, je ne compare pas, bon, ça doit être l'exception. Comme ça n'existe pas, je dois former, entre guillemets, mon éthique professionnelle, mes enfants, pour qu'ils arrivent à le faire. Puis ça, c'est un vrai problème qui est comme ça. Hein. Ou bien, il y avait un autre cas à Berne, à l'école, toute la classe a eu le même mot de passe. Non, non. Et puis, le serveur où c'était stocké, c'était dans le domaine public. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, on arrivait je suis allé à la direction de l'école, j'ai fait une live démo, comme je me suis logué dans un compte de l'autre. 2 jours après, tout était changé. Hein. Parce qu'ils ne sont pas conscients, ils ont pas c'est un truc de manque de compétences sur tous les niveaux. Alors, Monique d'abord qui veut intervenir sur ce sujet, et puis ensuite on aura une question en ligne. Oui, j'aimerais lancer un peu une idée folle dans cette salle. Vous savez, comme médecin, et puis dans tout ce que je fais, je me préoccupe beaucoup justement aussi de cette sécurité des données. Et à un moment donné, je me suis dit, mais purée, on vit dans une société dite de consommation, n'est-ce pas? Quand vous achetez une voiture, personne ne vous demande de construire le moteur, de vérifier si les freins fonctionnent correctement. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, pour la transmission de nos données les plus sensibles, toute la responsabilité est uniquement chez nous. Donc, ça veut dire que c'est très bien de former les enfants et tout ça. Mais à un moment donné, je me demande s'il ne faudrait pas aussi exiger qu'il y ait des systèmes, comme on a pour tout le reste des machines électroniques qu'on utilise, qui nous assurent un certain minimum de sécurité, qu'on ne doive pas à chaque fois réinventer la roue. Et l'exemple que j'ai donné à plusieurs politiciens auxquels j'ai parlé de cette idée, se dit, mais dans l'ancien temps, quand vous alliez à la poste, pour envoyer une lettre, vous la franchissez et après, vous pouvez avoir confiance que cette lettre, elle arrive à destinataire sans qu'elle soit lue 100 000 fois. Bon, parfois, il y a des abus, mais c'est quand même rare et la responsabilité, elle est à la poste. Maintenant, si vous pensez, chacun de nous, on doit mettre à jour tous nos programmes informatiques, on met des protections qui nous coûtent beaucoup d'argent, on a les liaisons Internet, etc. On paye tout. Et in fine, c'est toujours à notre responsabilité d'assurer qu'un email que je fais arrive correctement à destination. C'est peut-être aussi une réflexion à avoir. Donc, je pense qu'il faut la formation, mais d'un autre côté, il faut aussi une protection minimale. Il faut que la société reçoive des instruments auxquels elle puisse faire confiance. Mais là, c'est clair, aucun n'a l'intérêt, parce que toutes les boîtes informatiques, elles vivent là-dessus. Donc, personne n'a l'intérêt de nous fournir ça si la politique ne l'exige pas.
Merci Monique pour votre intervention. Ibrahim, je te passe le micro pour une question qui vient d'un internaute. Merci. Alors, il s'agit d'une question de Laurent Cherpi. Il commence par dire ceci. Réfléchir au bien fondé de l'utilisation des technologies, c'est bien. Sa question est la suivante. Existe-t-il des exemples où il y a eu un débat avant l'appropriation ou l'apposition de l'usage d'une technique ou d'une technologie? Est-ce que vous voulez que je répète ou ça c'est... Répétez. Oui. Alors, existe-t-il des exemples où il y a eu un débat avant l'appropriation ou l'imposition de l'usage d'une technologie ou d'une technique? Alors, est-ce que les discussions éthiques ont lieu en amont ou uniquement en aval? Est-ce que vous auriez des exemples peut-être rares ou peut-être En médecine, Oui. c'est assez fréquent, hein. Donc en médecine, je pense, mais c'est un domaine particulier. Avant d'implémenter une nouvelle technologie, vous avez normalement vraiment tout ce débat qui se fait aussi éthique et de sécurité. Mais je pense que c'est probablement un des rares domaines où c'est implanté. Merci. Est-ce que d'autres intervenants? Oui, Diego? Oui, je vais un petit peu être plus général avec ce que j'avais dit avant. Il y a beaucoup, et puis ça c'est une problématique sérieuse, c'est l'aspect de éthique. Mais malheureusement, ce que je fais actuellement, il y a cet aspect de réinventer la roue. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Si vous prenez la statistique publique, statistique officielle, il y a les principes fondamentaux de la statistique des Nations Unies, ils ont des codes of conduct, donc tout est traité d'une manière éthique, non discriminante, les données, les résultats et tout. Ils ont des standards internationaux, comment ils produisent leurs chiffres, comment ils communiquent. Et puis malheureusement, dans beaucoup des questions maintenant, je vois, il y a l'IA, l'intelligence artificielle, il faut réinventer la roue, c'est pas la même chose. Et puis on oublie de temps en temps de regarder dans l'arrière, dans l'histoire, ce qui existe déjà. Et puis ça revient maintenant sur la question, qu'est-ce qui est sous-entendu par l'éthique? Éthique par rapport à quoi? Et puis là, on peut discuter maintenant une heure entière, ça ne s'arrête pas. Le message que je veux juste faire passer, il y a déjà beaucoup qui sont faits dans un monde qui s'appelle statistique officielle. On peut s'inspirer. Et puis je pense que c'est pas réinventer la roue qu'il faut aussi voir avec les nouvelles technologies. En relation avec la question, est-ce que le citoyen, il veut ça? Juste parce que c'est plus vite. Est-ce que l'université veut ça? Juste parce qu'on peut le faire. Est-ce que la recherche veut ça? Juste parce qu'on a maintenant accès aux données. Donc c'est vraiment revenir au point, réfléchir avant de se lancer. Et puis dans cette réflexion, prendre en compte les aspects éthiques. Après, avec ça, on crée quoi? Une confiance du consommateur. Et puis je pense que c'est sur ça qu'il faut aller. Et alors, à qui revient la responsabilité d'imposer ces réflexions éthiques et qui garde cet acquis de garder le contrôle sur ce qui est fait, sur les abus qui sont faits? Est-ce que quelqu'un aurait un commentaire à rebondir là-dessus? Non, personne. Diego? Bon, c'est clair, si ça rentre dans les décisions politiques, ça c'est fondamental. Et puis là, il faut être transparent. On revient à tous les points qui étaient mentionnés ici. Il faut bien réfléchir avant, il faut créer la transparence. Et puis je pense qu'il faut être ouvert à vouloir expliquer comment on est arrivé à ce chiffre. C'est-à-dire, et puis ce truc commence tout en bas. Et puis je reviens avec maintenant l'acceptation aussi. L'être humain doit accepter les données ne sont pas données. Un être humain avait défini. Si je veux prendre cette feuille-là pour voir la largeur de la feuille, vous prenez une règle. Ça, c'est un instrument de collecte de données. Qui vous avait dit de prendre ça? Ouais, on vous avait appris quand vous étiez petit, mais un être humain l'a décidé. Et puis donc, il faut accepter le fait que les données, ça ne tombe pas. C'est l'être humain qui l'a décidé. Et puis ça commence très bas dans l'échelle, et puis il faut créer toute cette transparence. Et puis je reviens de nouveau, c'est la statistique publique. Je prends l'Office fédéral de la statistique. Sur quoi se passe le Conseil fédéral? Il se passe aussi sur ces données-là, pour faire les trucs politiques. Merci. Autre question, commentaire dans le public?
Non. Ibrahim. Oui. Là, c'est une question juste en tant que participant cette fois. Le sujet m'intéresse aussi. Souvent, on oppose les entreprises comme les GAFAM avec les entreprises qui font des logiciels libres. Est-ce qu'on a raison de se tourner vers ces logiciels-là? Est-ce qu'ils connectent moins de données qu'un Microsoft, Facebook, Google, ou c'est un leurre? Philippe, d'abord. Moi, je peux en parler un tout petit peu. Alors là, ouais. Je dirais de manière générale, c'est une bonne idée, le logiciel libre, hein, tel que défini par GNU et autres, dans le sens où au moins on a accès au source code. Donc on sait ce que fait le logiciel. Donc c'est quand même, on revient encore une fois sur un de mes chevaux de bataille, la transparence. Donc effectivement, le logiciel libre, s'il est bien fait, donne de la transparence. Donc oui, à choisir, choisissons plutôt des logiciels libres, hein, dont on connaît le code. Après, devinez quoi, en pratique, c'est beaucoup plus compliqué parce que beaucoup de soft ne sont disponibles, d'applications ne sont disponibles que via des grandes entreprises. Et les grandes entreprises font beaucoup de logiciels libres également, pour toutes sortes de raisons. Donc effectivement, en pratique, la limite est assez floue, mais de manière générale, effectivement, il y a des domaines pour lesquels, d'ailleurs, légalement, on doit avoir des logiciels libres et pour avoir de la transparence, je pense que c'est absolument essentiel. Un exemple récent, c'est les logiciels de votation, hein, online, faire des votes locaux, cantonaux, fédéraux avec un système. Il est absolument essentiel que le système soit libre. Il est absolument essentiel qu'on connaisse comment est-ce qu'il fonctionne ce système. Sinon, c'est vraiment la porte ouverte à toutes sortes de débordements et de hacking. Oui, Diego. Ouais, donc je suis depuis plus que 20 ans un gros fan du monde libre, des logiciels libres. Juste pour commencer, parce que ma réponse va un petit peu dans un autre sens. Je pense que ce qui est important, un logiciel intervient à un certain moment. Si je prends l'exemple 10 jours, vous voulez faire ça, peut-être 9 jours, il faut peut-être réfléchir. Et puis un jour, il faut réfléchir qu'est-ce que vous utilisez pour faire ce que vous avez réfléchi. Et à ce moment-là, le choix va aussi venir la question s'il y a un problème quelque part du logiciel, qui est responsable. Est-ce que c'est juste pour le plaisir ou bien je dois le mettre dans un truc où il y a un suivi, s'il y a des changements ou les fautes, parce que rien n'est parfait, donc il y a aussi des fautes dans les logiciels partout. Je sais, dans le livre, c'est vite corrigé, mais est-ce que mes processus sont prêts à se faire corriger très vite? Est-ce que l'être humain, à l'autre côté, il sait utiliser ça? Donc je vois beaucoup des entreprises aussi, administration, ils vont sur ça, mais ils ne réfléchissent pas à l'aspect humain. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont l'habitude de travailler avec ça, maintenant d'un jour à l'autre, parce que son chef a décidé, ils doivent utiliser ça. Ils n'ont pas les compétences. Alors il y a des jeunes qui viennent, ils ont les compétences, et puis qu'est-ce qu'on fait avec ces vieux-là? Et puis c'est toute cette réflexion humaine qu'il faut très profondément faire, et puis qui va influencer cette décision. Et puis je pense que c'est ça qui est très important. Et puis il y a aussi, je reviens sur ce que vous avez dit, Philippe, sur les logiciels libres où le code source est accessible. Je veux dire, une question, c'est, moi, si vous me donnez le code source d'une application, je ne vais pas savoir quoi en faire. Ça va pas me parler. Donc dire oui, c'est accessible, et du coup, j'allais dire, tout individu peut se rendre compte par lui-même ou par elle-même de la qualité de l'application. Je veux dire, oui, dans un monde idéal, en pratique, finalement, il y a très peu de gens qui sont capables d'aller évaluer la justesse d'une application ou d'un programme. Diego. Je veux juste ajouter, ça c'est un truc important dans le sens, ça dépend dans quel contexte on l'utilise. Je prends les domaines médicaux, il y a des logiciels ils doivent satisfaire certains compliance, par exemple la FDA qui est le truc américain du Swissmedic. Et puis aussi là, ceux qui ne sont pas closed source, ils doivent montrer leur source. Et puis les avocats, c'est clair, ils ne savent pas quoi faire avec. Mais ça, après, je reçois une sorte de tampon, on peut les utiliser dans le domaine médical avec des données de patients. Et puis ce travail, on peut aussi faire avec les logiciels. Mais ça demande beaucoup plus parce qu'on n'a pas encore ça à côté, parce qu'on n'a que les logiciels. Donc pour moi, la question revient, dans quel contexte
Et puis c'est cette réflexion qu'il faut faire. Autre question, commentaire de votre part? Des réflexions faites? Oui. Le micro arrive gentiment à son destinataire. Petit obstacle, passage d'obstacle. Voilà. J'aurais 2 points à vous soumettre. Tout d'abord, une question assez banale à Madame Lecky Hagen, à Diego également. Quelle suite envisagez-vous de donner à l'appel que vous avez lancé? J'ai pris connaissance de la réponse du Conseil fédéral à l'intervention du conseiller aux États, Rieder, sauf erreur. J'étais très déçu, je dois le dire. Diego l'a dit tout à l'heure. Comment voyez-vous la suite de votre démarche de sensibilisation à tous les niveaux et dans les différents domaines? Un autre point, c'est la question de la confiance, de la fiabilité, de la qualité des données. Ça a été abordé à plusieurs reprises. Et effectivement, donc, dans la statistique publique, ça a été souligné tout à l'heure, on a envisagé à un certain moment de créer un système de labels, comme ça existe dans d'autres domaines, et puis on a laissé tomber, enfin c'est assez compliqué. Mais j'aborde la question d'un autre côté. On investit beaucoup maintenant, à juste titre, dans l'équipement informatique, dans la formation informatique des jeunes, c'est très bien. J'ai l'impression qu'on devrait faire un effort supplémentaire pour amener ces jeunes, en fait, à avoir un esprit plus critique vis-à-vis justement de la qualité des données. Je ne connais pas le contenu des programmes de formation, mais j'ai l'impression, enfin j'ai pu voir, en côtoyant quelques enfants et petits-enfants, j'ai l'impression qu'on ne stimule pas cet esprit critique, l'esprit critique qu'il faudrait avoir vis-à-vis des données qu'on utilise. Alors, Monique, dans un premier temps? Oui, est-ce que ça va mieux avec le son? Parce qu'apparemment, avant, il y avait des problèmes. Non, ça siffle toujours. Alors, attendez, qu'est-ce que je fais? Je baisse encore les haut-parleurs. OK, vous m'entendez ou bien? Oui, on vous entend. Okay. Donc, merci beaucoup pour cette question. Vous savez qu'en politique, nous étions naturellement très déçus aussi parce qu'on s'est dit, cette interpellation, elle est tellement basique qu'au fait, on ne peut que dire oui. Et on ne s'attendait vraiment pas à avoir un non. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'au fond, au niveau du Conseil fédéral, ils n'avaient même pas compris la différence entre la littératie des données et la digitalisation. Peut-être là, je laisserai parler Diego après. Mais vous savez, on ne se désespère pas. Entre-temps, ce qu'on a fait, et d'ailleurs c'est aussi une des raisons pourquoi nous sommes ici, nous avons renoué un peu des contacts avec l'Académie des sciences suisses. Et donc là, nous sommes en train de réfléchir et de préparer comment avancer aussi en collaboration avec justement l'Académie des sciences suisses. Et je pense que suite à cela, on reformulera si nécessaire des demandes et peut-être que l'appel que nous avons lancé déjà a permis une certaine sensibilisation et que peut-être en nous mettant ensemble avec différents partenaires qui comprennent la nécessité de ce changement culturel, on pourra faire un deuxième pas. Deuxième point, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Vous avez peut-être vu les flyers à l'entrée de ce café où en fait on essaye de passer dans le domaine concret de la littératie des données. C'est-à-dire qu'en adressant directement la population en disant maintenant vous avez ce certificat Covid qui est imposé du point de vue politique, mais ça ne fait pas de sens si on ne le met pas ensemble avec des mesures de précaution, de prévention publique comme celles qui sont sur le flyer. Donc d'expliquer aux gens que si quelqu'un qui a des symptômes
même avec un certificat Covid, il peut entrer dans une salle et puis il peut contaminer beaucoup de personnes qui n'auront plus de masque sans faire exprès. Donc c'est au fait une sorte de passer directement à la population avec un message de littératie de données, de sensibiliser du bottom-up et du top-down en même temps. Diego, si tu veux rajouter quelque chose. Oui, peut-être ajouter le point, donc je rejoins Monique, on était complètement déçus quand on a lu la réponse, mais comme tu connais aussi le système avec les départements, c'est pas aller juste dans un département, et puis là c'était l'idée après, Educa est responsable de ça. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait entre-temps? Donc, je commence à m'impliquer chez Educa, ils ont un congrès annuel cette année, j'y participe, donc je leur fais réexpliquer que la littératie des données, c'est pas la même chose que la littératie numérique. Et puis, ça va prendre du temps, vraiment, de leur expliquer 1000 fois le même message. On fait maintenant ça aussi ensemble avec l'OFS, qui utilisent maintenant aussi la même définition de littératie des données. Et puis, ils ont aussi une définition de littératie en statistique. Et puis je pense que ça prend du temps maintenant de faire changer les mots et puis de créer vraiment ce langage commun. Et puis je pense que quand le langage commun il est là, on peut discuter qu'est-ce qu'on fait maintenant. Et puis actuellement, il y a ce langage commun qui manque complètement. Et puis là je joins sinon les commentaires de Monique. Par rapport au deuxième point, qualité de données, ça c'est un monstre truc parce que ça dépend dans quelle fin. Si vous demandez une fois à quelqu'un dans votre famille, donne-moi ton adresse, ou je vous donne, donnez-moi votre adresse, vous allez me donner l'adresse email. Et après, je vous dis, non, je ne voulais pas l'adresse email, je veux l'adresse postale. Alors, vous m'avez pas donné de bonnes données. Donc ça, c'est juste un exemple très simple pour vous illustrer. D'avoir les bonnes données, ça dépend pour quelle fin, quel contexte. C'est pour ça, c'est pas simple. Apprendre un bouquin et puis écrire un bouquin, ça, c'est les 10 principes de la qualité de données. Ceci dit, il faut beaucoup avoir du savoir pour pouvoir enseigner. Moi, je donne moi-même à Genève un cours semestre que sur ça. C'est un domaine très sec. Hein. Je donne un cours de semestre entier, 4 heures par semaine, que sur des données. Hein. Il faut motiver les gens. Hein. Si je prendrais un cours sur l'IA, je pense, Philippe peut me joindre, c'est simple. On peut montrer des applications, des trucs comme ça. Mais que sur des données, ça demande du temps, ça demande un investissement. Et puis je pense, il faut faire ce pas. Et puis je pense, en partant maintenant, en rejoignant notre appel, si on arrive à créer une société qui réfléchit, la pression va venir, parce que la société va questionner les informations qu'ils reçoivent. La société va mettre en question les données qu'ils voient. Et puis à ce moment-là, les producteurs doivent s'expliquer. Ce ne sera pas un problème pour la statistique officielle, la publique, mais ce sera un problème pour beaucoup des autres domaines. Donc c'est un petit peu, on essaie dans tous les fronts et on essaie de tout faire. Donc ici dans la salle ou sur Internet, si vous avez des idées pour nous faire avancer cette littératie des données, toutes les idées sont bienvenues. L'appel est lancé. Appel aux idées sur la sensibilisation, sur tous ces termes que nous avons utilisés ce soir. Si j'ose dire encore quelque chose, ouais. Vous savez, l'appel que nous avions lancé l'année passée, il est toujours encore ouvert. Donc nous avons quand même l'espoir, si beaucoup de gens signaient l'appel, maintenant on a quelque chose comme 300 signatures, mais si on avait 10 000 signatures, je pense qu'on ferait plus de poids et qu'on pourrait forcer les politiciens à prendre conscience de ça. Est-ce qu'il y a encore un commentaire, une question? Non? Ok. Alors, je vais lancer encore une petite question. Revenir au Covid-19. Donc, la pandémie de Covid-19 a eu des impacts dans plein de domaines, le domaine social, le domaine économique, le domaine médical éventuellement, de santé publique. Et la gestion des données sur cette pandémie a évidemment évolué, puisqu'on est parti
d'une absence complète de données. C'était un nouvel objet, un nouveau virus. Et donc les données se sont accumulées et les messages du coup ont évolué. Alors je dirais avec le recul qu'on a ou le peu de recul qu'on a, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qu'on a appris, sur la gestion de crise et sur l'importance, l'impact des données sur la gestion d'une crise telle que la pandémie de Covid-19. Diego, pour commencer. Niveau qualité données, traitement géré des données, on n'a rien appris. Depuis plus qu'une année, les mêmes problèmes précis, les données ne sont pas fiables, ils n'ont pas une qualité, il y a plein de biais, il y a plein de problèmes de qualité de données, parce que ça c'est multidimensionnel. On aurait pu beaucoup faire aussi quand on fait les tests, avoir des stratégies statistiques pour faire des triages, des tests. Je peux vous citer ici 1000 exemples où on n'a rien fait pendant cette année. Donc pour moi, on est au même stade qu'on était avant la crise, on n'a rien changé. On a fait des jolis graphiques et tout, et puis il faut maintenant vous faire le truc du Conseil fédéral. Sur la base de ça, il doit faire des décisions. Est-ce que vous arriverez à faire ça? Je ne pense pas. Non. Avec les données de mauvaise qualité qu'on a actuellement, la majorité, de faire encore des décisions comme fait notre Conseil fédéral, chapeau. Donc, ça c'est un petit peu sec, mais... Oui, mais bon, c'est des constats qu'il faut faire aussi, qui sont effectivement importants de faire. Je reviendrai à un commentaire de Monique Lekiagan plus tôt dans la soirée, où il était question de la quantité de données et est-ce qu'au final, il y a des fois on a l'impression de se noyer un petit peu dans la quantité d'informations, dans la quantité de données qu'on reçoit. Est-ce qu'au final, est-ce que la clé, ce serait de moins montrer pour mieux convaincre? Si j'ose prendre la parole ici. Oui, bien sûr. Pour donner un exemple que malheureusement on n'a pas fait vraiment beaucoup de progrès dans la collecte des données, vous voyez aussi sur notre site de dataliteracy.ch, nous avions déposé en janvier un projet de comment est-ce qu'on pourrait améliorer notre façon de collecter, d'interconnecter, d'utiliser les données. Et là aussi, on nous a dit oui, c'est très intéressant, mais c'est trop complexe. Veuillez développer ça sans budget, sans mandat. Et vous savez, je travaille 70 à 80 heures par semaine, donc c'est un peu difficile de développer entre minuit et 2 heures ça sans mandat et rien du tout. Donc c'était une frustration. Un exemple très concret sur la problématique que nous avons sur les données qui touchent de très près à la vaccination. Vous savez qu'à peu près depuis juin a été décidé de faire seulement une dose de vaccin pour les personnes qui avaient eu le Covid. Et vous avez certainement pris conscience qu'à chaque fois qu'on publie le nombre de personnes vaccinées, il y a une petite parenthèse qui dit on ne sait pas combien de personnes sont vraiment complètement vaccinées parce que certaines n'ont besoin seulement d'une dose. Moi, cela m'attriste beaucoup parce que vous voyez, on a une immense pression qui est mise sur la société parce qu'on dit qu'on n'est pas suffisamment vacciné et on n'a pas eu l'idée de collecter cette information qui est vraiment facile à collecter. Je veux dire, si quelqu'un vient dans votre centre de vaccination, surtout que c'est quand même depuis juin quasiment que les centres de vaccination et les pharmaciens qui vaccinent, vous mettez une petite case en plus dans le formulaire de déclaration, est-ce que la personne a eu le Covid ou non, et ça vous permet de savoir qu'avec une dose, cette personne est complètement vaccinée. Et c'est difficile à comprendre pour une question aussi fondamentale, pourquoi cette modification de la collecte des données n'a pas été faite. Et maintenant, nous sommes dans une zone grise avec une monstre pression sur la population et justement, ces données seraient vraiment pertinentes. Mais c'est juste pour donner un exemple. Et je trouve dommage que quand on fait des commentaires et des propositions, c'est toujours pris comme une critique négative au lieu d'être pris comme critique constructive pour nous faire avancer comme société. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut commenter? Non. Autre question, commentaire dans la salle?
Non. Alors, Ibrahim? Non plus. Alors, mesdames et messieurs, je vais conclure ce café scientifique. Je vous remercie pour vos questions, pour vos commentaires, pour votre présence, qu'elle soit physique ou bien numérique. C'était un plaisir d'animer, de modérer cette soirée avec nos intervenants de ce soir. Merci à eux, merci Diego Kuonen, merci Monique Bercier, merci Philippe Cudré-Maudroux, merci Monique Lekihagen. Je remercie aussi Farida Kali du service de communication de l'Université de Fribourg. Je remercie Ibrahim Nimaga pour le relais des questions qui venaient d'Internet. Je remercie Sylvain et Olivier du Nouveau Monde pour la retransmission de l'événement en direct. Je remercie Samuel Croza pour la connexion avec Monique Lekihagen. Et encore une fois, je vous remercie à tous de nous avoir suivis pendant cette soirée. Je passe maintenant le micro à Farida pour finir cette soirée. Merci. Comme dans la communication, on aime bien les métaphores. J'espère que le message récurrent de la soirée vous restera et vous grattera derrière l'oreille, un peu comme le petit Larson qui nous a accompagnés durant toute la soirée. Et comme je fais aussi de la communication, je me permets juste une page de pub pour notre prochain café scientifique qui se tiendra alors cette fois au Nouveau Monde, dans la salle dans laquelle nous avons l'habitude de nous réunir une fois par mois, le 29 septembre à 18h. Et comme on aime bondir d'un sujet à l'autre chaque mois, on se penchera sur la question du fédéralisme avec une question qui fait, comme je crois presque toutes les questions cette année, finalement, suite aussi au Covid-19, le fédéralisme, un pour tous, tous pour un, oui, un pour tous, ou tous pour un, point d'interrogation. Et puis, une date qui me tient particulièrement à cœur, qui je pense tient particulièrement à cœur à toute l'université, c'est notre journée porte ouverte qui se tiendra le 25 septembre. Nous avons dû, toujours en raison du Covid-19, l'annuler l'année dernière. Donc on est ravis de pouvoir enfin la proposer au grand public le 25 septembre. Vous trouverez ces petits fascicules à la sortie. Vous avez tout le programme. Jetez-y un œil. Notre communauté universitaire s'est vraiment pliée en 4 pour vous offrir quelque chose d'assez extraordinaire, pour vous montrer un peu ce qui se passe chez nous. Et je pense que tout ce qu'on a dit aussi aujourd'hui, c'était... il faut apprendre, il faut se pencher, il faut aller vers les scientifiques pour leur poser les questions aussi, pour leur apprendre à nous dire les choses. Et donc, ça, c'est votre job, finalement, dans le public. Donc, on vous invite vraiment à nous rejoindre samedi 25 septembre. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Samuel, pour cette modération. Merci à nos invités. Merci, Madame Lekihagen. Et bonne soirée.